un moment ensemble pour parler d'un beau sujet, la maternité. Être enceinte est une chose naturelle pour une femme, mais est-ce facile à vivre? Pour transmettre la vie, il faut une femme, et que cette femme rencontre un homme. Souvent, ces hommes ne sont pas préparés à la paternité. Filles ou garçons, femmes ou hommes, que ce soit pour aujourd'hui ou pour demain, nous allons vous montrer plein de belles choses. Pour commencer, un dessin animé. Que se passe-t-il avant que nous existions jusqu'à 10 semaines? À 10 semaines de grossesse, nous parlerons de l'avortement avec de nombreuses interviews, puis le sentiment maternel et la naissance. On terminera par une revue des aides destinées aux jeunes mères, celles qui permettront aux parents de vivre une grossesse heureuse avec le moins de soucis possible. Pour commencer, faisons connaissance avec l'autre, celui que nous avons tous été, petit homme ou petite femme, dans le sein de notre mère. C'est comme un grand film de famille, il retrace les grandes étapes de la vie. La conception, quelques minutes, l'organogenèse, quelques semaines, le début de la croissance jusqu'à la naissance. Cette croissance qui débute dès la fin de la 8e semaine et se poursuit jusqu'à la fin de l'adolescence. Là commence la dégénérescence qui nous mène à la mort. Commençons par le début. Voilà ce que nous avons vécu avant notre plus tendre enfance. Pour mesurer plus facilement le déroulement du temps au cours de la grossesse, on imagine que la conception du héros de notre film aura lieu exactement à minuit pendant le réveillon du 1er janvier. Le 30 décembre, à l'heure de la sieste, Marc et Sophie, les futurs parents de celui qui n'existe pas encore, se retrouvent. Les spermatozoïdes donnés par Marc remontent dans le corps de Sophie. Ils passent le col de l'utérus, traversent la cavité utérine que les anglo-saxons appellent le sanctuaire et s'engagent dans les trompes. Les uns partent à droite et les autres à gauche. Ils sont 500 000 messagers de vie, partis à la rencontre d'une seule cellule complémentaire. Depuis quelques jours, Sophie est entrée dans une courte période de fécondité. Un ovule, arrivé à maturité, est libéré par un des deux ovaires. Il est aussitôt capté par la trompe et commence à avancer, poussé par les contractions et les mouvements des cils qui tapissent les parois. Sur les 500 000 spermatozoïdes donnés par Marc, une centaine seulement, les plus vigoureux, parviennent jusqu'à l'ovule. La nuit est bien avancée. Personne ne dort. Bien caché dans le corps de Sophie, un spermatozoïde parvient enfin à franchir la membrane cellulaire et pénètre dans l'ovule. Les deux noyaux se préparent à se réunir. Ils doublent leur matériel génétique. Les ovules et les spermatozoïdes étant tous différents, l'union de 7 ovules de Sophie avec ce spermatozoïde de Marc va donner naissance à un enfant original, unique. Les membranes nucléaires se dispersent et les deux noyaux fusionnent. Les 23 chromosomes que chacun contient s'unissent pour former le patrimoine génétique d'un nouvel être humain. Ce qui constitue l'originalité intrinsèque d'un être humain existe maintenant. Rien n'indique à celle qui est maman depuis quelques secondes ce qui vient de se passer. Mais Sophie porte une vie nouvelle, une destinée nouvelle, indépendante, libre et égale en droit à toute autre destinée humaine. Pour marquer ce grand changement, on ne parle plus d'ovules ni de spermatozoïdes, mais d'œufs. La première division cellulaire commence très rapidement. Le premier noyau se dédouble, puis les deux nouveaux noyaux reconstituent leur membrane cellulaire. Alors la vie commence très tôt, elle commence au moment où toute l'information nécessaire et suffisante se trouve réunie, et nous savons, et ça c'est la science qui nous l'apprend, qu'au moment où
toute l'information qui vient du père et qui est amenée par le spermatozoïde se rencontre avec celle qui est amenée par l'ovule et qui vient de la mère, à ce moment-là, tout ce qu'il faut pour construire l'être humain. Mais pas un être humain théorique, celui qu'on va appeler exactement Pierre, Paul, Madeleine. Celui-là se trouve entièrement défini, si je puis dire réduit à sa plus simple expression, mais il va commencer à s'exprimer si on lui laisse le temps. Il y a une chose très belle à laquelle on pense trop rarement. On parle souvent du mystère de la vie. Je ne sais pas ce que c'est. La vie est pleine de mystères. Dans une conception naturelle, personne ne peut intervenir sur la constitution du patrimoine génétique du nouvel homme. C'est l'un des fondements du sentiment impérieux de notre liberté et du respect qui est dû à tout être humain. Ni l'homme ni la femme ne peuvent intervenir sur les gènes apportés par les ovules et les spermatozoïdes. Si bien que personne ne peut dire à un enfant « je t'ai voulu tel que tu es ». La constitution de notre être profond a toujours été protégée contre la volonté de puissance de l'homme. Voilà pourquoi, dès les premiers instants, nous sommes définitivement libres et infiniment respectables. Nous ne sommes la chose d'aucun homme. Les adolescents qui prennent leur indépendance par rapport à leurs parents le sentent bien. Il faut absolument préserver ce sentiment intime tellement important pour la construction de la personnalité. D'une part, personne ne peut dire « tu es cela grâce à moi » et nous ne pouvons reprocher à personne d'être tel que nous sommes. 1 heure après la fécondation, la première cellule se divise. Qu'un enfant soit conçu naturellement ou in vitro, on parle de procréation. Le mot est beau. Par les actes de procréation, les hommes agissent en faveur d'une création. En cela, la reproduction des animaux et la sexualité humaine ont une signification bien différente. La reproduction des animaux a pour but la conservation de l'espèce. Si par la biologie nous ressemblons aux animaux, notre sexualité nous distingue d'eux, car elle associe des liens affectifs et spirituels au don des corps. D'où l'importance d'une éducation de la sexualité qui forme le cœur, l'intelligence et la sensibilité pour permettre à un homme et à une femme de nouer de façon responsable une relation qui s'épanouit dans le respect et la générosité. Le 1er janvier, dans l'après-midi, se déroule la 2e division cellulaire. L'œuf avance et les cellules se multiplient. Vivre une sexualité est une belle aventure. C'est vivre une relation qui permettra, le moment venu, de s'associer pour participer à la création d'un nouvel homme. Lorsqu'un enfant est conçu, on est toujours 3. Les croyants entrent en collaboration avec le Dieu créateur qui donne sa dimension spirituelle au nouvel homme. Les athées voient s'accomplir les desseins de Dame Nature. L'homme libre sait qu'il travaille à une entreprise qui le dépasse lorsqu'il participe à la conception d'un frère. Tous, nous avons eu un jour cette apparence, petite grappe de cellules ressemblant à une mûre, que la science ne sait pas différencier. Le plus stupéfiant est que rien ne nous a été ajouté depuis ce moment-là. Nous nous sommes seulement développés de façon prodigieuse. Ces cellules sont-elles identiques, interchangeables? Rien n'est moins sûr. Aujourd'hui, nos moyens d'investigation, microscopes et autres, ne permettent pas de les différencier. Il faut être prudent. La science fait des progrès tous les jours. Considérer l'œuf comme un amas cellulaire, indifférencié, c'est déjà porter sur lui un regard réducteur. 64 cellules. L'œuf se transforme. Dès ce stade, 2 zones cellulaires sont reconnaissables, différenciées, spécialisées. La couche externe qui formera les structures nutritives et protectrices et le bouton embryonnaire, tout petit groupe de cellules qui donnera l'embryon. On ne parle plus d'œuf mais de blastocyste. Il passe de la trompe dans l'utérus. Il est maintenant prêt à s'implanter dans la muqueuse qui tapisse les parois de l'utérus. L'organisation et la différenciation se poursuivent dans le bouton embryonnaire. Le 7, on identifie 2 types de cellules. Elles sont à l'origine du système extérieur, peau et système nerveux, et du système intérieur, tube digestif et dérivés. Cet œuf est un corps distinct de la mère. Pour éviter d'être rejeté, l'œuf sécrète une substance chimique recouvrant les cellules en contact avec l'organisme maternel, qui ainsi ne le reconnaît pas comme un corps étranger et lui permet de s'implanter. Il faut bien se rendre compte que 2 êtres humains sont là, la mère et l'œuf. Ce tout nouvel être humain est bien distinct de ses 2 parents. Il vit en parfaite osmose avec sa mère, en harmonie et jamais en parasite.
Il me fait une échographie et il me dit « J'espère que vous aimez les enfants ». Je lui dis « Oui, j'aime bien les enfants ». Mais je n'avais pas fait le rapprochement entre la rondeur et le fait que je sois enceinte. Il me dit bah, « Vous attendez un bébé ». Alors je suis tombée dans les pommes. Quand le labo m'a donné le résultat, je me suis mise à m'effondrer en larmes, quoi. Parce que c'était pas, je sentais que c'était pas le mieux. J'étais très amoureux d'une jeune fille de 17 ans. Et curieusement, ses parents, à elle, étaient d'accord qu'on se mette en ménage rapidement, ce qu'on a fait. Il y avait une condition, c'était qu'elle termine ses études. Et une année plus tard, elle avait tout juste 18 ans, un enfant s'est annoncé. Et moi, j'étais plutôt fier de cette situation, enfin, dépassé d'un côté, mais d'un autre côté, assez fier à l'idée que la fille que j'aimais ait un enfant de moi. Depuis le 22 janvier, le cœur s'est mis à battre. L'échographie à effet Doppler, très sensible à ce qui est en mouvement, nous montre son cœur minuscule qui bat à un rythme effréné. Ce petit être double de taille tous les 2 jours. Ce que l'on appelle l'organogenèse, c'est-à-dire la mise en place des organes, est maintenant terminée. Notre héros a franchi une étape de sa vie, importante certes, mais une étape parmi d'autres. À partir de maintenant et jusqu'à la fin de son adolescence, il va grandir. 10 semaines de grossesse. Le fœtus a encore doublé de taille depuis la 8e semaine. Il mesure 6 à 7 cm. 10 semaines, c'est la date limite pour un avortement légal en France. Une question se pose. Pourquoi est-il plus acceptable de supprimer un être humain avant plutôt qu'après la 10e semaine? Jusqu'à maintenant, votre mère, de son plein gré ou le plus souvent sous la pression de son entourage et des difficultés de l'existence, pouvait être conduite, acculée, à vous faire disparaître. Mon ami l'a très mal pris. Sa première réaction, quand je lui ai dit je suis enceinte, m'a dit je ne vais pas entendre parler, tu le fais partir. Et sur le coup, ça a été comme un choc, puisqu'on parlait déjà mariage, etc. Et pour moi, il était clair qu'on aurait un enfant un jour. Mais ma femme était confrontée à un sérieux problème, c'est qu'elle avait le sentiment d'avoir trahi sa mère et d'avoir désobéi. Et effectivement, quand elle lui a soumis cette grossesse inattendue, sa mère a été très catégorique en disant tu ne peux pas garder cet enfant, c'est exclu. Et vous, alors à ce moment-là, comment est-ce que vous avez réagi? Vous étiez... Alors ce qui m'a frappé, c'est la difficulté de mon épouse. Cette souffrance qu'elle vivait, ça m'a fait peur. Je me sentais coupable. Et souffrance de quel ordre? Dans le sens où il y avait un interdit pour elle dans la possibilité d'imaginer une suite pour cette situation, d'imaginer l'avenue de cet enfant, parce que sa mère avait dit non. Et je ne savais pas trop comment l'aider. En fait, il voulait un enfant décidé, mais un enfant qui arrive comme ça par surprise, il n'en voulait pas. Il voulait une grande famille, mais il voulait décider du moment et de l'heure. Et il a refusé qu'on en parle. Pour lui, il n'y avait pas de problème. C'était tu t'en débarrasses ou je te quitte. Mon copain, j'en étais très amoureuse. Je pensais à ce qu'il me disait. C'est quelqu'un qui m'avait aussi beaucoup aidée. Je me disais, il ne s'est jamais trompé sur tout ce qu'il m'a dit. Donc qu'est-ce que je fais? Et je ne me voyais pas vivre sans lui. Eh ben, j'ai tout de suite pensé à mon compagnon et à sa réaction. Moi, je pensais qu'il serait d'accord, vu que, bon, c'est vrai qu'on ne l'avait pas programmé pour tout de suite. On s'est dit on en aurait un dans 2 ans. Mais je pensais quand même qu'il aurait été d'accord. Et puis, ben non. La loi française, qui n'est pas la plus indigne, vous protège dans la mesure où vous êtes normal. C'est-à-dire si vous ne souffrez d'aucune malformation, handicap ou maladie. Pour les handicapés, l'avortement est autorisé jusqu'à la fin de la grossesse, c'est-à-dire jusqu'à la naissance. On est ainsi passé de l'avortement légalisé à l'infanticide. Chaque culture génère ses exclus. En Chine, les petites filles ne naissent pas ou meurent à la naissance. En France, ce sont les enfants porteurs d'un handicap ou d'une malformation, même soignable. Il y a une réelle hypocrisie à s'indigner des mœurs chinoises et à justifier ce qui se passe chez nous.
Ça s'y entend pas, bonhomme. À quel moment est-ce que vous avez appris que Melchior, votre avant-dernier enfant, était trisomique? Quelques heures après sa naissance. Et le médecin et le pédiatre du service est entré dans la chambre avec en me disant on va examiner l'enfant, et j'ai été surprise parce que je sais que cet examen il se fait vraiment à la sortie. Alors je lui ai demandé s'ils avaient des inquiétudes, il m'a dit oui, et tout d'un coup m'est venue cette idée qu'il pouvait être trisomique, alors que jamais, pour aucune de mes grossesses, pour aucun enfant, c'est une crainte que je n'ai eue. Et je lui ai demandé, je lui ai dit, c'est de l'ordre de la trisomie? Il m'a dit oui. Et voilà. Et à ce moment-là, on reçoit quelques enclumes sur la tête. Sur le moment, c'est pas le fait de la trisomie, c'est la question qui est posée, et il faut trouver une réponse très rapidement. Car on pressent que la suite de cette histoire de couple et de famille en dépend énormément. Et c'est vrai qu'on n'a pas le droit à l'erreur. Et quelle est la question qui est posée? Est-on capable de dire oui à quelque chose qui n'était pas prévu dans un projet familial Dire oui, ça veut dire... Ça veut dire l'accepter comme il est, trisomique ou... peu importe le handicap d'ailleurs. Et là, vous avez eu combien de temps en fait pour répondre à la question? On a eu le temps d'une réaction, c'est-à-dire 1 heure ou 2, et de se dire que non, qu'on l'acceptait, enfin que c'était pas... qu'on se sentait capable de partir avec. On parle trop de ce que sera cet enfant plus tard. Et moi, je regrette qu'on ne m'ait pas dit grandissez avec lui, ne réfléchissez pas déjà s'il saura lire, s'il saura conduire. De toute façon, chaque fois que j'avais une interrogation ou une question par rapport à Melchior, je me disais, mais elle est valable aussi pour l'autre. C'est-à-dire que je me dis, sera-t-il heureux adulte? Et je me dis, mais c'est pas parce que l'autre est normal que tu es sûr qu'il sera heureux adulte. Et puis on sent aussi que une intégration a commencé à se faire et que le regard des gens autour est complètement différent. Que les gens sont habitués au handicap, à la différence, et c'est moins pesant. Bon, le regard existe toujours, mais ça, c'est pas...